Un président capturé dans son pays, puis exfiltré vers les États-Unis, sidération au Venezuela et dans le reste du monde. Après tout, si Washington se donne le droit de se faire justice, pourquoi ne pas suivre son exemple? L'opération Absolute Resolve marque-t-elle l'acte de décès du droit international? On en débat avec mes invités. Bonsoir Jean-Paul Chagnolot. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite des universités, président honoraire de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée, Moyen-Orient. Et avec nous, Slimane Zeguidour. Bonsoir. Bonsoir. Notre éditorialiste. Alors Jean-Paul Chagnolot, est-ce qu'il y aura un avant et après ce 3 janvier 2026? Est-ce que le droit international a fait long feu? Je crois que oui. Malheureusement, je pense qu'on vit un moment extrêmement important de ce point de vue-là. Si on prend un peu de recul sur le droit international, qui pour moi est vraiment le bien commun de l'humanité. Et le bien commun de l'humanité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États se sont mis d'accord au fil du temps pour respecter un certain nombre de principes. Il n'a jamais été complètement respecté, bien entendu. Au moins, il y avait une base, il y avait une structure, il y avait un ensemble de règles, de normes. Et si on regarde sur le plan historique, au fond, c'est relativement récent. Au regard de l'histoire des relations internationales. Il y a des règles du jeu pour tout le monde. Ça veut dire que c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'on a mis en place tout ça, notamment le fait qu'on ne puisse pas utiliser la force dans les relations internationales, sauf dans des cas très précis comme la légitime défense, qu'on doit respecter l'intégrité territoriale des États, et que lorsqu'on est malgré tout en guerre, par exemple en Ukraine ou évidemment à Gaza, eh bien il s'applique d'autres règles qui sont les règles du droit humanitaire. C'est-à-dire dans le droit international, il y a en plus, quand on a violé les règles du droit international, eh bien, on est quand même tenu par d'autres règles qui sont celles du droit humanitaire. Et tout ça, ça a été mis en place en 1945-46. Les conventions de Genève, c'est 1949. Donc, c'est quelques dizaines d'années. Et aujourd'hui, et les Nations Unies datent aussi de cette période. Et donc, aujourd'hui, évidemment, on est de plus en plus dans une rupture. Et ce qui s'est passé cette fois-ci, effectivement, c'est comme un acte d'essai. C'est la concrétisation que vraiment plus personne ne respecte ces règles. Et vous avez en arrière-plan la Cour pénale internationale. C'est très intéressant, la Cour pénale internationale. Elle est toute récente. Elle date de 1998. Elle a commencé à fonctionner il y a 22 ans, 23 ans, en 2002. Et c'était important, la CPI, parce que la CPI, elle vient en principe sanctionner au niveau individuel les violations du droit humanitaire. Et on va sanctionner aujourd'hui indirectement par Donald Trump. Alors les États-Unis ne sont pas partie prenante de la CPI, mais effectivement Donald Trump, qui n'a que faire des règles, que ce soit celle du droit international, du droit humanitaire ou bien entendu du statut de la Cour pénale internationale, tout ça est remis en question. Et donc tout cet édifice, on a mis des décennies pour les mettre en place, et on pourrait aller même bien plus loin en remontant au début du XXe et à la fin du XIXe. Eh bien, aujourd'hui, ça n'existe plus. Effectivement, tout le monde le dit à juste titre que nous sommes, en fait, dans un retour loi de la jungle. C'est l'époque de... On va y revenir. C'est l'époque de Hobbes, quoi. Voilà, on en revient dans quelques minutes, parce que Slimane, vous nous le dites souvent, en fait, effectivement, c'est que Donald Trump, il n'a jamais vraiment respecté toutes ces institutions. C'était déjà le cas lors de son premier mandat, et il l'a redit, répété avec ce deuxième mandat. Plus que cela, non seulement il ne les a jamais respectés, mais parce que dès le départ, il voulait les démanteler. Dès qu'il a été élu dans son premier mandat, il était scandalisé de découvrir que les États-Unis finançaient 1/5 du budget de l'ONU. Donc il a arrêté de subventionner l'ONU. Du coup, le premier contributeur, c'est la Chine qui est maintenant le premier contributeur de l'ONU. Donc, pas d'argent pour l'ONU, pas d'argent pour l'OMS, pas d'argent pour l'UNICEF, pas d'argent pour l'autorité palestinienne, plus d'argent pour l'UNRWA, l'organisme des réfugiés qui nourrit, étudie et instruit les Palestiniens. Tout ça en violation des engagements internationaux des États-Unis. Sur le plan géopolitique, qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive vis-à-vis d'Israël, il dit... Le droit international dit que Jérusalem est une ville occupée. Pas du tout. C'est une ville israélienne, c'est la capitale d'Israël seule. Et j'en termine. Le plateau du Golan, syrien, occupé par Israël en 67 et annexé en 81. Non, ce n'est pas un territoire occupé, c'est un territoire israélien. Du coup, on a donné son nom à une colonie dans le Golan. Donc là, on est remonté dans le temps. Et on a changé de territoire, effectivement. Vous nous expliquez que peu importe le territoire, il change les règles du jeu quand ça l'arrange Donald Trump. Puisque... Oui, et depuis, il n'a pas arrêté de démanteler toute la structure dont parlait Jean-Paul Chagnolot du droit international. Morceau par morceau, c'est une véritable déconstruction
méthodique. Alors vous êtes totalement d'accord. Alors c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre que les Européens s'insurgent suite à cette opération militaire américaine. Alors c'est vrai que l'Espagne l'a fait un peu avec Pedro Sánchez qui a quand même dit, le Premier ministre espagnol, qu'il ne reconnaîtra pas cette intervention, qui viole le droit international et pousse la région vers un horizon d'incertitude et de belligérance. On va aussi écouter le Premier ministre britannique. Alors là c'est un petit peu plus, c'est un peu plus nuancé. On écoute Keir Starmer. Je tiens d'abord à établir les faits. Je souhaite m'entretenir avec le président Trump. Je souhaite m'entretenir avec nos alliés. Je peux affirmer sans l'ombre d'un doute que nous n'avons pas été impliqués. Et comme vous le savez, je répète sans cesse et je suis convaincu que nous devons tous respecter le droit international. Alors, respecter le droit international, Jean-Paul Chaniolo, mais pourtant, il n'y a pas de condamnation ferme de ce qui a été fait, qui est quand même, évidemment, une violation du droit international. Aller dans un autre pays et donc enlever son président. Même Emmanuel Macron, il a dit « Le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolas Maduro, mais pas de condamnation ». Comment vous expliquez que les Européens soient, allez, on peut dire, timorés? Je crois que c'est... Dans ce qui est grave dans ces affaires, il y a aussi les réactions qui sont graves. Ce fait d'enlever un chef d'État et donc de mépriser totalement les règles les plus fondamentales du droit international, c'est grave en soi. Mais ce que je trouve effectivement encore presque aussi grave, ou même peut-être plus grave, c'est le fait que les Européens sont vraiment dans une forme de pusillanimité qui est extrêmement inquiétante, parce que ça signifie au fond que nous allons justifier, légitimer ces violations du droit international. Et si nous, les démocraties, qui avons porté tout ce que j'ai évoqué, car le droit international a été très largement porté et créé par les démocraties, c'est les démocraties elles-mêmes se résignent comme elles le font, renoncent, c'est ça le terme je crois, c'est du renoncement, ça ouvre des perspectives extrêmement sombres. Quels sont les grands gagnants du point de vue géopolitique dans cette affaire? C'est sans doute la Russie, en partie au moins, parce qu'après tout, ce qu'elle fait en Ukraine, oui, comment lui reprocher puisqu'il n'y a plus de droit international, il y a un principe qu'on n'a pas évoqué mais qui est fondamental, c'est le principe de non-admissibilité de l'acquisition de territoire par la force. C'est-à-dire quand on prend un territoire, pour autant on ne devient pas le souverain, on est une puissance occupante. Eh bien tout ceci, ça vole en éclats aussi. Et donc que les Européens n'aient pas ce courage minimum pour dire, comme l'a fait un peu le Premier ministre britannique que vous venez d'évoquer, eh bien c'est grave. Et que la France n'ait pas eu cette position. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le Quai d'Orsay a eu un communiqué qui était déjà plus sérieux. Quant à l'Union européenne, alors c'est le grand renoncement, car il y a une formule extraordinaire de Mme Kallas, elle a dit nous appelons à la retenue, alors que cette opération a mobilisé des milliers d'hommes, un porte-avions, 150 avions, des hélicoptères de combat, et elle appelle à la retenue. Il y a quelque chose de dérisoire dans cette affaire, vraiment dérisoire. C'est comme si nous n'existons plus, nous, Européens. Donc c'est grave. Et donc, juste un mot pour dire que les conséquences dans l'immédiat, dans les mois qui viennent, sont considérables. C'est-à-dire même l'endroit où on pouvait penser qu'il y avait une résistance, une résilience à ces violations, eh bien cet endroit-là est en train de s'écrouler. Donc vous parlez de l'Europe, vous parlez de renoncement. Je parle de l'Europe, oui, bien sûr. Effectivement. Et alors on va écouter justement le chef de la diplomatie française. Il prend acte, on l'écoute, Jean-Noël Barrot. La France prend acte de ces violations de plus en plus nombreuses des principes du droit international. Le respect des frontières, le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Elle continuera à plaider pour ces principes parce que ce sont les seuls qui peuvent garantir la paix et la stabilité à long terme. Mais la France se prépare pour un monde durci, pour un monde brutalisé, pour pouvoir se défendre. Voilà, donc on a changé d'air, c'est ce que vous disiez. Maintenant, c'est le plus fort qui gagne et il faut être le plus fort, le mieux armé. C'est vraiment un changement de paradigme. C'est un changement dramatique. Je veux dire, quand je dis on revient à Hobbes, c'est-à-dire au XVIe siècle, c'est-à-dire à l'époque où il n'y avait pas de règles, où en fait la guerre, c'était on impose sa volonté et sans aucune espèce de mesure ni de limite. Et quand je disais les conséquences, mais les conséquences, elles sont considérables à tous égards. Juste en deux mots, j'évoquais la Russie et l'Ukraine, bien entendu, mais enfin, moi, si j'étais un responsable chinois, je me dirais que pour Taïwan, c'est une affaire de calendrier maintenant, mais il n'y aura plus de propositions. La Chine s'est dit profondément choquée et elle en a appelé au droit international. Oui, mais ça, c'est une grande hypocrisie. Mais enfin, tout de même, elle a dit ça, mais bien entendu, ça n'empêchera pas de continuer à vouloir remettre la main sur Taïwan. Et puis, il y a en Europe, je crains, un effondrement possible par rapport à ce qu'est l'OTAN, par rapport à ce que, par exemple, le fameux article 5 de l'OTAN, eh bien, qu'est-ce que c'est? Si les pays baltes sont envahis demain par la Russie, qu'est-ce que nous allons faire? Et puis, il y a l'exemple aussi... Pourquoi ça changerait quelque chose? Vous pensez qu'il y aurait aussi du renoncement
conséquences, c'est-à-dire... Si on dit renoncement, on renonce à toutes les règles et finalement c'est uniquement le rapport de force qui s'impose. Et puis il ne faut pas oublier le Groenland. Il y a quelques jours seulement, il y a un émissaire spécial nommé par Trump qui est le gouverneur de Louisiane, qui va donc être en charge du dossier Groenland, et il a déclaré il y a quelques jours mon travail, c'est de réfléchir à un moyen d'annexer le Groenland pour les intérêts supérieurs des États-Unis. Bon, on en est là, quoi. On en est là, et Donald Trump donc a dit qu'il allait peut-être assurer la transition donc au Venezuela. Il semblerait qu'il avait passé un accord avec Delcy Rodriguez, qui est la présidente par intérim, et là il est en train de dire que si elle ne fait pas ce qu'il dit, eh bien ça pourrait être encore plus terrible les conséquences. On est vraiment toujours dans l'escalade. Jusqu'ici, dans sa pratique, Donald Trump s'est fait un coup d'éclat, mais le service après-vente, si je puis dire, il ne faut pas compter sur lui. Par exemple, pour Gaza, il nous avait dit qu'il va y avoir un comité de la paix dont il serait le président et qui va chapeauter les institutions plus ou moins provisoires qui allaient être installées pour un peu gérer Gaza, en fait la moitié de Gaza, puisque l'autre moitié est occupée par Israël. Si Mathilde, vous voulez bien, on va passer à Gaza, mais j'aimerais bien qu'on reste déjà dans ce qui vient de se passer au Venezuela, puisqu'on va écouter le président américain, c'était encore une fois hier. C'est vrai que je parlais d'escalade, mais il menace maintenant, pourquoi pas la Colombie, pourquoi pas Cuba. On va écouter Donald Trump et son chef de la diplomatie. Il a des usines de cocaïne, il possède des usines où il fabrique de la cocaïne. Et donc je maintiens ce que j'ai déjà dit. Il fabrique de la cocaïne et l'expédie aux États-Unis. Donc il doit vraiment faire gaffe à ses fesses. Si je vivais à La Havane et que j'étais au gouvernement, je serais au moins un petit peu inquiet. Donc voilà, c'est très menaçant, Slimane. Ils sont en train de réinventer cette fameuse doctrine Monroe. Expliquez-nous. Oui, de la réactualiser. La doctrine Monroe, c'est le nom d'un président qui avait édicté cette doctrine selon laquelle tout ce qui est au sud des États-Unis doit être une chasse gardée des États-Unis. Et à l'époque, c'était destiné à mettre en garde les Européens. Et donc, l'usage de la force, c'était une sorte de paternalisme qui était imposé à toute l'Amérique du Sud. On vous protège, mais c'est nous qui décidons comment vous devez vivre. Vous faites ce que nous disons de faire et nous faisons ce que nous voulons faire. Hier, c'était frappant, il a dit « vous n'êtes pas comme nous ». Il a encore répété le fait que ça ne va pas, vous n'êtes pas dans notre ligne. Suprémacisme anglo-saxon, dont on parle peu, mais qui est quelque chose de très très fort. Et donc, ça s'est traduit aux États-Unis avec Theodore Roosevelt au début du XXe siècle par une doctrine officielle qui était qualifiée de la doctrine du gros bâton, de big stick. C'est-à-dire, on cogne d'abord et ensuite on négocie. Et en ce sens, ils sont les héritiers de l'Empire britannique. Vous savez, la marine britannique, qui était la plus puissante du monde au XIXe siècle, qu'est-ce qui se passait? Vous avez des officiers de la marine britannique qui arrivaient au large de Shanghai. Ils demandaient aux Chinois de débarquer et de vendre leurs produits, notamment l'opium qui venait de l'Inde. Et quand l'empereur de Chine refusait, eh bien, ils bombardaient le littoral chinois jusqu'à ce que l'empereur se mette à genoux. Ils disent « OK, vous pouvez rentrer ». C'est ça, la politique de la canonnière. Voilà, donc la politique de la canonnière. Et Jean-Paul Chagnolo, ce délitement du droit international, on l'a aussi vu, en tout cas ça a été dénoncé à Gaza, et le droit humanitaire, là, c'est 37 ONG qui n'auront plus le droit d'exercer parce qu'Israël ne va pas leur donner leur go. Enfin, le go, nous avons les différents niveaux que j'évoquais, c'est-à-dire que évidemment les règles de droit international, et en particulier le principe de la non-admission, on n'admet pas qu'on puisse acquérir un territoire par la force. Or, c'est ce que fait Israël, et en particulier en Cisjordanie, et elle veut le faire évidemment sur Gaza. Ensuite, quand on est dans la guerre, eh bien, on doit respecter des règles qui sont celles du droit humanitaire, et en particulier, ça peut se résumer d'un mot, protection des civils. La puissance occupante est tenue de protéger les civils. Et vos images ici sont très parlantes. C'est tout le contraire qui se passe. On va au contraire instrumentaliser ce que vous évoquez, c'est-à-dire on va jusqu'à instrumentaliser l'aide humanitaire, l'aide alimentaire, puisqu'on empêche maintenant les ONG, des dizaines d'ONG à faire le travail qu'elles font, qui ne rendait pas les Palestiniens en situation de pouvoir vivre normalement. Mais si en plus on empêche ces ONG, c'est absolument catastrophique, quoi. Nous sommes dans un état de désolation totale à Gaza. Les images le montrent. Il y a à peu près 90% du bâti qui est détruit, et puis tout ce qui est infrastructure. Enfin, maintenant, on le sait bien. Et puis les frappes
c'est comme si, mais juste un mot, c'est comme si, au fond, puisqu'il y avait eu un cessez-le-feu, non pas une paix, ça n'a rien à voir, un cessez-le-feu, c'est déjà beaucoup, évidemment, parce qu'ils sont plus bombardés, en tout cas, pas comme ils l'ont été, moins, mais il n'empêche que ce que je crains maintenant, c'est que dans les temps qui viennent, on en reste là. C'est-à-dire qu'au fond, plus personne ne s'intéresse à cette guerre, car ça continue à être une guerre, et que sur place, les gens sont dans cette situation qu'on voit dans vos photos, dans vos images. Mais alors, quelle est la solution? Parce que vous nous avez dit renoncement des Européens, le droit international, il est à terre. Est-ce qu'il y a qui pour le réanimer? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? S'agissant, en tout cas, si on en vient à Gaza et la situation, il y avait en principe un plan en plusieurs étapes. Or, ce plan, il est bloqué à la première étape, c'est le feu, et sans plus, il n'y a même pas un accès normal pour les ONG, et non seulement il n'y a pas cet accès normal, mais en plus, on va les interdire maintenant, mais en plus, pour le reste, si les Européens, et notamment la France, qui a joué un rôle important dans ce processus. Mais est-ce qu'on a les moyens de contrer Donald Trump? On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est lui qui a les clés. S'il n'y a pas d'action concrète conduite par certains pays européens, pas l'Europe en tant que telle, mais eh bien, on va aller nulle part. Or, la France, du coup, là, s'est mis en retrait, très clairement. Les États comme l'Espagne, ont bougé, se mettent aussi en retrait. Autrement dit, s'il n'y a pas d'action concrète contre Israël pour imposer le respect de ces règles et les différentes étapes, eh bien, évidemment, on va nulle part. Et l'image qu'on a en ce moment de cette personne avec ses béquilles, ça symbolise complètement ce qu'est la situation des Palestiniens là-bas. Alors, un mot pour conclure. Oui, alors, ce qui rend un peu pessimiste pour l'avenir du droit international comme référent universel, c'est que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, qui en étaient un peu, d'une certaine manière, l'incarnation et les garants, c'est que 3 d'entre eux, la Russie, la Chine et les États-Unis, sont encombrés par ce droit international dans leur activité et dans leur expansion. Le droit international, il est devenu encombrant pour ceux qui l'ont élaboré. Parce que le but de l'ONU, c'était quoi? C'est d'empêcher une 3e guerre mondiale. Donc les 3 principaux sont encombrés par ce droit international, Russie, Chine et États-Unis de façon encore plus flagrante. Mais les 2 autres puissances, le Royaume-Uni et la France, sont timorés. On a vu, par exemple, dans leur déclaration, ils déplorent l'infraction au droit international tout en se félicitant du résultat de la violation de ce même droit international. Donc malheureusement, il n'y aura pas de conclusion positive ou optimiste pour 2026. Merci à vous deux d'avoir participé au débat de 64 minutes.